tous, bonsoir pour ce direct qui a été légèrement différé suite à un problème technique. Alors ce soir on va parler, alors je vais attendre que quelques personnes, des personnes arrivent. Euh, Bonsoir. Ce direct légèrement différé, dû à un problème technique, on va évoquer ce soir les facteurs clés de création d'un concept. Alors, la création d'un concept, ça nécessite déjà de se poser quelques questions. Je dirais que la question principale à se poser avant toute chose, c'est qu'est-ce qu'un concept? Alors, nous avons chez Jira une définition du concept et je vous la livre. Un concept est une alchimie complexe d'éléments rationnels et irrationnels qui provoquent chez le client de venir et de revenir. Alors je répète, une alchimie. Alors l'alchimie, c'est quelque chose de pas évident, c'est une multitude de choses complexes, je vais y revenir, d'éléments rationnels. Tout ce qui est rationnel pour le client, c'est quoi? C'est ce qu'il touche, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'on lui dit, c'est le contact personnel, c'est ce qu'il mange. Ça, c'est des éléments rationnels où il est capable de dire bien, pas bien, chaud, froid, sympa, pas sympa, et d'éléments irrationnels. Et les éléments relationnels, c'est tout ce qu'on appelle chez Jira tous les éléments symboliques du restaurant, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui n'est pas automatiquement d'ailleurs identifiable consciemment d'ailleurs. C'est un ressenti qu'on a du moment passé dans l'établissement. Venir, c'est ce qu'on appelle en termes marketing le trafic, et revenir, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas l'alchimie qui est complexe, ce qui est complexe, c'est de procurer cette alchimie tous les jours, de la même manière. Et c'est ça qui est le plus difficile dans la restauration, parce que je dis souvent que le service dans un restaurant, c'est une pièce de théâtre. Et les gens qui jouent une pièce de théâtre tous les soirs pendant des mois, alors nous, c'est pas une pièce de théâtre pendant quelques mois, c'est une pièce de théâtre en permanence, euh, peuvent avoir des soirées où on est moins en forme, des soirées où on a des trous de mémoire, des soirées où on n'est pas aussi bon que d'habitude. Eh bien, la restauration, c'est exactement pareil. La grande difficulté, c'est d'être bon tous les soirs, d'être bon tous les midis, parce qu'il n'y a pas que le soir. Bref. Un concept, c'est aussi, je dirais, de l'audace sur tous les postes clés du compte de résultat. Je m'explique. Toutes les nouvelles générations qui ont créé des concepts, c'est le cas de le dire, innovants, qui font du chiffre d'affaires et qui gagnent de l'argent, ont attaqué bien en tête par une modification du modèle économique. Alors, dans la modification du modèle économique, ils se sont très très vite consacrés aux frais de personnel et aux coûts matières, bien entendu, qui sont les postes importants, mais aussi sur le loyer, je vais y revenir. D'avoir de l'audace sur les frais de personnel, c'est quoi? C'est peut-être aller recruter de nouveaux profils, les rémunérer autrement, les fidéliser autrement, les faire bosser autrement, d'avoir de l'audace sur la ligne coût-matière du compte de résultat, c'est probablement acheter autrement, acheter ailleurs, assembler différemment, autrement sur le lieu de vente dans les cuisines. La bataille qui consiste à dire le fait maison contre l'industriel est une bataille qui n'a pas de sens, parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en se disant quelle est la meilleure façon de produire en assemblant intelligemment des produits industriels d'autre qualité qu'on a en France avec du fait maison qui relève de la compétence des gens qu'on a mis en cuisine. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut imaginer l'audace sur le coût matière. Et puis, de l'audace sur le loyer. Ce n'est pas véritablement sur le loyer, c'est de l'audace dans la sélection des lieux où on peut faire de la restauration. Et il y a de plus en plus d'innovation dans les lieux. Alors, ça peut être des très grandes superficies, ça peut être de très très petites superficies, ça peut être dans des endroits qu'on n'imaginait absolument pas y mettre un restaurant. Enfin bref,
avoir de l'audace sur cette ligne loyer qui est liée au lieu. Un concept, c'est aussi, parce que rien n'est figé, rien n'est définitivement figé, c'est aussi une remise en cause permanente. Alors, une remise en cause permanente de quoi? Ben justement, de son concept, se lever tous les matins en se disant qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mes clients, qu'est-ce que je peux faire pour mieux les satisfaire, qu'est-ce que je peux faire pour les fidéliser, bref, être très tourné sur l'évolution positive de ses clients. Mais la remise en cause, elle concerne également ses équipes. Je pense qu'il faut se lever le matin en ayant les mêmes questions à propos des clients, à propos des équipes. Comment puis-je faire pour les satisfaire dans leur job, pour qu'ils s'épanouissent? Comment puis-je faire pour les garder? Alors là, on attaque un gros sujet qui est le turnover, qui est une catastrophe en France. Euh, il faut absolument réduire ce turnover, donc il faut se poser la question comment on peut le réduire. Bref, remise en cause permanente, aussi bien client qu'équipe. Pourquoi remise en cause permanente au fait? Parce qu'on s'est aperçu chez Gira qu'il y a une quinzaine d'années, le cycle de vie d'un concept, ce qu'on appelle le cycle de vie d'un concept, c'est, vous savez, il y a la phase de lancement, on arrive après à une phase d'expansion, puis une phase de maturité, puis une phase de déclin. Il y a quelques années, enfin il y a une quinzaine d'années, le cycle de vie d'un restaurant était d'environ 7 ans. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, il fallait sérieusement se remettre en cause quand on était en phase de maturité avant qu'on arrive en phase de déclin. Aujourd'hui, la durée de vie d'un concept est descendue à 2 ans. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut refaire tout le concept tous les 2 ans? Non, ça veut tout simplement dire, ce que je disais précédemment, c'est que sachant que le cycle de vie est de 2 ans, ça veut dire qu'en permanence, il faut se repenser, en permanence, il faut innover, en permanence, il faut se remettre en question sur les fondamentaux du concept d'origine. Et ça, c'est très important. Un concept digne de ce nom doit avoir quelles caractéristiques? D'abord, il doit avoir du sens. Aujourd'hui, ne fonctionnent plus les restaurants où le consommateur n'y trouve pas un sens en y allant. Alors le sens, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais vous pouvez avoir un restaurant bio, un restaurant locavore, un restaurant développement durable, un restaurant circuit court, un restaurant tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que le restaurateur s'engage dans une cause, dans une philosophie, pour que le consommateur y trouve du sens en y allant chez lui. Voilà. Donc, un concept digne de ce nom doit avoir du sens. Deux, aujourd'hui, un concept se doit d'avoir ce que j'appellerais un moment expérientiel à l'intérieur du restaurant pendant le moment qu'il passe dans le restaurant. L'expérience, c'est quoi pour être très concret? C'est vivre une expérience avec le produit, ok, dans l'assiette, vivre une expérience peut-être en dehors de l'assiette avec le produit, on en parlera tout à l'heure, le spectacle, le service qui doit revenir en salle, la vision des cuisines, cuisine ouverte. Mais l'expérience peut et doit venir également du personnel avec le personnel. Le personnel doit être acteur, je parlais tout à l'heure de pièces de théâtre, doit être acteur du moment passé par le client dans l'établissement. Euh, alors, Benjamin nous pose une question qui est pour vous, est-ce que le marketing digital prend trop sa place en allant trop dans l'automatisation? Oui et non. Non, parce que le digital, il n'a pas envahi la restauration, et particulièrement la restauration avec service à table, parce que la restauration avec service à table repose sur du service, et le service, c'est de la présence humaine. Oui, dans la restauration rapide, parce que le contact humain a beaucoup moins d'importance, et là, effectivement, la digitalisation est très importante et se développe énormément. Je reprends le concept. Un concept digne de ce nom doit avoir du sens, doit avoir de l'expérience, mais aussi de plus en plus, et ça vous l'avez remarqué, avoir des assiettes qu'on a appelées Instagrammables. C'est quoi une assiette Instagrammable? C'est une assiette, quand elle arrive sur la table, où le client, il se le dit, ou il se pense dans sa tête, il dit waouh. Si vous n'avez plus aujourd'hui, si vous n'avez pas aujourd'hui l'effet waouh quand l'assiette arrive sur la table, c'est pas très très bon. C'est pas parce qu'elle ne sera pas Instagrammable,
C'est tout simplement parce que n'oublions pas que le consommateur vient dans un restaurant pour manger, de préférence bien, et en plus, s'il peut y avoir du spectacle dans l'assiette, si je peux m'exprimer ainsi, ben c'est top. Euh, un concept, c'est également des lieux ou des objets communicables. Je m'explique. On a de plus en plus d'établissements qui ont compris que de se faire photographier dans un fauteuil magnifique à l'entrée du restaurant et de poster ça sur les réseaux sociaux, de se faire un selfie dans les toilettes parce que les toilettes sont complètement dingues, extraordinaires, avec des trucs au mur, des trucs au plafond, etc. Euh, bref, utiliser en communication des objets ou un lieu dans l'établissement. Et ça, c'est un vecteur de communication incroyable, sur Instagram encore une fois, mais c'est un vecteur de communication incroyable parce que quand quelqu'un se prend en selfie dans un magnifique fauteuil qui est à l'entrée du restaurant, avec des jolies plantes autour, etc., on peut communiquer ça à son réseau qui va dire mais où t'étais pour avoir un truc comme ça, et boum, on commence à faire ce qu'on appelle du buzz par rapport à un restaurant. Un concept digne de ce nom, c'est également être à l'écoute de ses clients. Alors, être à l'écoute de ses clients, on pourrait en parler très longuement, ça mériterait même un live uniquement consacré là-dessus, la moindre des choses, et c'est ce qui se perd beaucoup dans la restauration en France, c'est d'être concentré au moment où je suis en contact avec le client. Déjà, au moment de l'accueil, ne pas sortir des phrases automatiques, robotisées du type c'est pour dîner, vous êtes deux, vous avez réservé. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte l'accueil qu'on fait à des clients en leur posant une multitude de questions au lieu de tout simplement les saluer, leur dire bienvenue, d'être concentré sur ce que je suis en train de faire au moment présent. Concentré aussi au moment de la prise de commande. Il y a tellement de serveurs et de serveurs qui ne sont pas sur la table avec les gens avec qui ils posent la question, vous avez choisi. C'est une phrase catastrophique, vous avez choisi, mais je prends ma commande. La moindre des choses, c'est que je sois très concentré sur nos échanges avec la table, que je sois très concentré sur ce qu'on va me dire et très concentré sur ce que je pourrais répondre aux différentes interrogations qu'ils peuvent avoir sur l'ardoise, sur la carte ou sur autre chose. Être à l'écoute de ses clients, c'est aussi les chouchouter pendant le moment qu'ils vont passer à table, s'occuper d'eux. C'est probablement aussi, non pas probablement, j'en suis même sûr, anticiper leurs besoins et leurs désirs. Euh, le client vous reprochera jamais d'avoir apporté sur la table quelque chose qui manque et dont il vous aurait demandé. Euh, anticiper un peu les besoins du client, s'enquérir de leur satisfaction. Il y a un truc que j'ai constaté aux États-Unis, en Europe du Nord, que je constate peu en France, c'est que aux États-Unis, en Europe du Nord, à partir du moment où ils vous ont posé une assiette sur la table, ils reviennent, allez, 2 fois avant de vous débarrasser pour savoir déjà si l'assiette correspond à ce que vous avez commandé, si ça vous plaît. Et la deuxième fois, ils reviennent pour savoir si peut-être vous voulez un peu plus de garniture, etc. Bref, ils s'occupent de vous, ils s'enquèrent de leur satisfaction plutôt que de déposer une assiette et de revenir uniquement pour débarrasser cette assiette. Alors, des fois, on a des assiettes qui sont à moitié finies ou encore à moitié remplies, ou on ne nous pose aucune question, on ne nous demande même pas pourquoi on n'a pas fini, etc. Et ça, le consommateur, il n'aime pas beaucoup, parce qu'il pense qu'on ne s'occupe pas de lui, il pense qu'on n'a pas vu que on n'avait pas terminé son assiette, etc. Euh, être à l'écoute de ses clients, c'est aussi être bon pour lui donner envie de revenir. Et ça, il n'y a que le personnel, l'être humain qui pourra faire ce travail-là, lui donner envie de revenir. Il n'y a rien de pire que des clients qui sortent sur le trottoir d'un restaurant, midi ou le soir, et qu'il n'en reste rien et qu'ils n'en parlent même pas. Alors ça veut dire qu'on les a laissés, mais alors totalement indifférents. Ils vont très vite oublier qu'ils sont passés chez nous. Lui donner envie de revenir, c'est
d'y penser. Sophie me demande, une assiette Instagrammable avec des appareils dotés de mégapixels et de filtres divers, c'est comme le mannequin sur Photoshop. On y voit ce qu'on veut nous montrer. Je ne comprends pas trop la question, Sophie, mais je pense que les consommateurs ont des téléphones et ces téléphones font maintenant de très très belles photos. C'est pas la peine de les photoshopper, c'est pas la peine de les filtrer. Donc, je dirais qu'ils font d'assez belles photos. Quand vous allez voir les comptes Instagram de restaurants très Instagrammables, justement, ce sont de très très belles photos. C'est des photos justement où ils s'appliquent pour la prendre, ils ne prennent pas ça n'importe comment sous un mauvais angle. Je veux dire, ils font gaffe, ils font le réglage, etc. Donc faites confiance aux clients pour faire de belles photos. En tout cas, ceux qui postent sur Instagram savent faire et ont pour objectif de faire de belles photos. Un concept digne de ce nom, c'est aussi, et ça peut être aussi des innovations dans le contenant. L'assiette traditionnelle, blanche, est en train de voler en éclats, c'est le cas de le dire, depuis un certain nombre d'années. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des innovations dans les contenants ces 10 dernières années qui sont complètement dingues. Vous avez les cocottes de Rostand. Rostand a commencé à travailler dans des cocottes. Il y a eu avant lui des bocaux qui ont été faits par la bande à bocaux, des grandes stars de la pâtisserie et de la cuisine, des bocaux en verre. Et puis des bocaux en verre ont sûrement donné à Jean Humbert l'idée de monter les bols de Jean. Alors lui, il s'est dit pourquoi un bocal ne serait pas comestible. Il a demandé à Kaiser de lui faire un bol de pain dans lequel il met des plats cuisinés dedans ou des petites entrées. Et puis, il y a aussi le wrap, tout simplement, qui est une innovation dans le contenant. Bref, on est en train, depuis quelques années, d'amener des nouveaux contenants à la nourriture, au food. Et en plus, ces nouveaux contenants mettent en valeur ce qu'on y met dedans, le contenu. Et l'ensemble, encore une fois, et j'en reviens au point de départ, est plutôt Instagrammable parce qu'on a des beaux contenants de couleurs en fonte, des cocottes, on a des choses de plus en plus jolies. Le digne de ce nom, c'est aussi qu'aujourd'hui, on doit introduire du spectacle en salle. Mais c'est quoi le spectacle en salle? C'est le grand retour du vrai service en salle. On est devenu, alors je ne généralise pas, hein, il y a beaucoup de restaurants qui sont devenus en salle des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. Là, il y a un truc qui ne va pas parce que la restauration, ce n'est pas ça. La restauration a une particularité par rapport aux autres commerces, c'est qu'elle a 6 grandes séquences que les autres commerces n'ont pas. Dans un autre commerce, vous rentrez dans une boulangerie, je veux ça, vous payez, 2 séquences. Vous rentrez dans une pharmacie, je veux ça, je paye, 2 séquences. Dans tous les commerces, il y a 2 séquences. Chez nous, dans la restauration, il y a 6 séquences. C'est le seul commerce d'ailleurs qui démultiplie les séquences contact avec le client. Et je vous les donne et vous les connaissez bien évidemment. L'accueil physique, premier contact. 2, le placement. 3, la prise de commande. 4, déroulement du service. 5, phase sensible, addition. 6, départ du client. Ces 6 phases-là, il est important de les décortiquer en termes de comportement des équipes en salle. Parce que l'évolution de ces séquences pendant le séjour du client dans le restaurant doit être crescendo en termes émotionnels, en termes expérientiels. Plus je passe du temps dans le restaurant, plus mon émotion monte pour qu'à la fin sur le trottoir, je dis waouh. Et ça, c'est très très important. On voit souvent des fins de service ou une heure tardive où effectivement l'équipe a fait le boulot, etc. Et on voit des tables qui sont délaissées, des tables qui traînent, des tables qui réclament quelque chose, il n'y a personne pour leur répondre, etc. Non, on doit être à fond jusqu'au bout, jusqu'au dernier client qui doit être sorti de l'établissement. Le spectacle, c'est aussi qu'il se passe quelque chose à la table. Ça veut dire quoi qu'il se passe quelque chose à la table? Je vous disais tout à l'heure, on est devenus des porteurs d'assiettes. Il ne se passe rien. Je pose l'assiette. Il y a certains qui nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonne dégustation, bon moment, joli moment. Qu'est-ce que j'ai entendu? Enfin, bon, d'accord, ok, le client, je ne sais même pas s'il a entendu ou s'il écoute, mais je pense qu'on pourrait dire autre chose. Mais surtout,
je pense qu'on pourrait faire autre chose. Je pense qu'à la table, il faut réintroduire les finitions devant le client, peut-être une petite découpe, pas les découpages comme avant, peut-être un petit spectacle type flambage. Je ne dis pas qu'il faut refaire ce qu'on faisait avant au guéridon avec tout le spectacle, etc. Quoique, le client adorerait. On n'a pas les compétences et on n'a pas toujours la place. Mais pourquoi ne finissons pas un euh, plat à la table devant le client? La finition, ça peut être la sauce que je mets avec un joli geste. La finition, ça peut être une découpe très rapide. La finition, j'ai vu aussi des restaurants qui, quand vous commandez un baba au rhum, par exemple, ils vous le posent sur la table, ils insistent le baba, ils vous mettent du rhum, ils vous disent, vous me dites de m'arrêter, et ils vous posent la bouteille de rhum sur la table. C'est un petit cérémonial, c'est un petit spectacle, mais tous ces petits spectacles-là, c'est ça le service dans un restaurant. Ce n'est pas d'être uniquement des porteurs d'assiettes. Il fut une époque où on faisait des crêpes flambées. Est-ce que c'est compliqué de faire une crêpe flambée devant le client? Pas vraiment. Euh, c'est aussi montrer pour vendre. Euh, alors ça veut dire quoi montrer pour vendre? Montrer pour séduire, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus on montre aux clients, et on l'a vérifié dans la restauration avec service à table avec les cuisines ouvertes, plus il est séduit. Mais montrer pour vendre, je fais souvent allusion au dessert, par exemple. En fin de repas, demander à une table, demander à un client est-ce que vous voulez la carte des desserts est une erreur fondamentale. On ne doit pas poser cette question-là. Depuis quand on demande à un client s'il veut la carte des desserts? Pourquoi ne pas arriver en fin de repas avec un joli plateau, avec 3, 4 pâtisseries, et lui dire qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer votre repas? Ce qu'il voit, il y a de grandes chances qu'il achète. Mais je pense qu'on pourrait faire la même chose pour le fromage qui a disparu des cartes de restaurant, ou en tout cas disparu de la consommation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre sérieusement, comment je pourrais dire, à vendre en montrant. Je vais vous donner un exemple. À Vienne, en Autriche, il y a un restaurant, un steakhouse plutôt haut de gamme, qui vous montre avec une très belle planche les différents morceaux de viande et il vous explique les caractéristiques de cette viande persillée, etc., le bœuf, machin. Et au moment où il explique et au moment où il montre, la commande, elle va s'enclencher, mais quasiment immédiatement. C'est exactement le même système de l'ardoise mobile que l'on pose sur une chaise et à qui on dit au client, enfin on commente la carte. Il y a de grandes chances qu'à la fin de vous avoir écouté, il commande ce qu'il y a sur cette ardoise et non pas ce qu'il y a sur la carte. Il y a un restaurant, enfin des restaurants italiens célèbres à Paris qui m'ont entendu dire qu'il fallait arrêter de dire est-ce que vous voulez la carte des desserts. Et eux, ils ont été encore plus loin, c'est-à-dire qu'à la fin du repas, ils vous débarrassent, ils vous demandent rien, ils vous apportent rien, ils vous apportent pas la carte des desserts. Je ne sais même pas si d'ailleurs s'il y en a une, je pense qu'il doit y en avoir une. Par contre, ils arrivent avec un méga plat très joli de tiramisu et ils vous disent combien je vous en mets. Je ne sais pas si vous voyez la démarche, c'est même pas est-ce que vous voulez des desserts, c'est même pas on a un super tiramisu, est-ce que vous en voulez, c'est voilà notre tiramisu et combien vous en voulez. C'est-à-dire que là, on montre et on pose tout de suite la question au client combien il en veut. Alors, on m'a dit, ouais, mais tu ne te rends pas compte s'il en prend la moitié du plat. Non, les clients, ils ne sont pas comme ça quand même, ce n'est pas des sauvages. Donc, je ne vois pas où est le problème de demander au client combien il en veut. Il n'y aura pas d'abus, ne vous inquiétez pas. Euh, Revenons aux fondamentaux du concept. Par définition, la tendance n'existe pas, n'existe plus. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans une période que nous avons qualifiée de recodification. Euh, Recodification, ou plutôt réécriture de la restauration. Alors, réécriture de la restauration, ça veut dire faire de la restauration autrement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faire de la restauration autrement, du fast-food jusqu'aux étoilés Michelin. Il n'y a aucune exception possible. Aujourd'hui, il est impossible de faire de la restauration comme avant. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas lié au Covid,
C'est pas le monde d'après, après le Covid, pas du tout. C'est déjà dans les tuyaux depuis une petite dizaine d'années. Le client a changé, le modèle économique ne fonctionne plus, donc on est obligé de monter des concepts différents, faire de la restauration autrement. On ne peut plus la faire comme elle a fonctionné depuis 25 ans. Alors quand on crée un concept, il faut se repenser et il faut communiquer, bien évidemment. Mais quand il faut communiquer, il faut d'abord savoir ce qu'on va communiquer. Et quand vous avez un concept, moi ce que je vous suggère, c'est de vous poser un certain nombre de questions qui sont: qui suis-je? Est-ce que je suis un spécialiste? Alors on va dire oui, oui, mais c'est bien beau de dire je suis un spécialiste de quoi? Si je n'arrive pas à identifier ma spécialité, ma valeur ajoutée, ma différence, mon innovation, je ne sais pas qui je suis. Et je ne peux pas être un restaurant lambda parmi tant d'autres. Bref, il faut que je sois clair et compréhensible. Deuxième question qu'il faut que je me pose, c'est quelle est ma différence? Parce que je dis tout à l'heure que je suis un spécialiste, je suis différent, etc. Mais quelle est ma différence? Quelles sont mes innovations? Quelle est ma véritable valeur ajoutée? Et on ne peut pas répondre à ces questions-là, c'est parce que je suis super bon, parce que je suis un super cuisinier, parce que j'ai des super belles assiettes. Non. On ne peut pas répondre non plus à cette question parce que je suis hyper connu, parce que je suis hyper puissant, parce que j'ai plein de restaurants. Non. Et alors, je ne peux pas répondre non plus parce que je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin des bureaux qui viennent chez moi, ou je ne suis pas loin de l'habitat qui vient chez moi. Non, ce sont des mauvaises réponses. Quelle est ma réelle différence? Troisième question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma perception prix? Alors je vais vous faire remarquer au passage que je n'ai pas dit quelle est ma stratégie prix ou mon positionnement de prix. J'ai dit comment les clients me perçoivent en termes de prix. C'est ça le plus important. Ce n'est pas les prix qu'on pratique, c'est comment je suis perçu en termes de prix. La perception du prix de la part des clients, c'est la notion que vous connaissez très bien qui s'appelle le ticket moyen. Qu'est-ce que c'est qu'un ticket moyen? TTC, boisson comprise, parce que c'est ce que payent vos clients. C'est le chiffre d'affaires que j'ai fait à midi ou le chiffre d'affaires que j'ai fait le soir divisé par le nombre de clients que j'ai eu à midi ou le nombre de clients que j'ai eu le soir. Alors vous allez me dire, à quoi sert ce ticket moyen réel? Il sert à deux choses. La première, c'est que c'est une moyenne qui va être la perception de votre restaurant, la moyenne prix auquel je m'en tire, moi en tant que consommateur, chez vous. Et c'est ça la véritable perception d'un restaurant. Ce n'est pas ce que je vois dans le porte-menu en termes de prix, parce que vous pouvez avoir une très grosse ouverture de prix, ça ne me donne pas le ticket moyen à laquelle, ou la dépense à laquelle je vais arriver. Et puis, ça sert à une deuxième chose, c'est à le comparer à ce que nous appelons chez Gira le ticket moyen théorique. Alors, certains d'entre vous doivent connaître cette technique qu'on applique de nombreuses années, mais je vous la redonne. Le ticket moyen théorique, c'est un calcul extraordinaire que je vous conseille de faire sur vos cartes, qui consiste à prendre la somme des prix de vente de tout ce qui fait office de plat sur votre carte. Vous le divisez par le nombre de plats sur votre carte, ça vous donne le prix moyen plat de votre carte. Ok. Ce prix moyen plat de votre carte, vous le multipliez par 2 et ça vous donne ce qu'on appelle le ticket moyen théorique TTC, boisson comprise, auquel devraient arriver vos clients s'ils se comportaient normalement avec votre carte. Alors une fois que vous avez votre ticket moyen théorique, vous le comparez à votre ticket moyen réel. 3 possibilités. Votre ticket moyen théorique est égal à votre ticket moyen réel. Et alors là, bravo, chapeau, respect. Franchement, en 30 ans de Gira, je n'ai jamais vu cette équivalence. Mais je vous le souhaite, je vous le souhaite. Ça veut dire que le positionnement est top, vous êtes totalement en phase, vos clients, ils vous adorent. Deux autres possibilités, c'est que votre ticket moyen théorique est supérieur à votre ticket moyen réel, ou votre ticket moyen réel est inférieur à votre ticket moyen théorique. Danger. Ça veut dire que vos clients ne se comportent pas normalement sur votre carte, qu'ils vous tirent vers le bas, qu'ils vont chercher les plats les moins chers, les menus les moins chers, bref, ils vous tirent vers le bas. Et pourquoi ils vous tirent vers le bas? Parce qu'ils n'ont pas confiance
totalement dans votre carte. C'est un comportement totalement inconscient qu'on a réussi à décrypter. Troisième possibilité, votre ticket moyen réel est supérieur à votre ticket moyen théorique. Alors celui-là, je vous le souhaite aussi. Ça, par contre, je l'ai vu dans beaucoup de restaurants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos clients sont en confiance avec vous et ils vous tirent vers le haut. Ça veut dire concrètement, pour les gestionnaires qui m'écoutent, qu'on en a sous le pied en termes de prix de vente. On peut se permettre d'augmenter nos prix de vente parce qu'on a affaire à un consommateur qui est en confiance avec nous. Quatrième action, comment vais-je communiquer? Parce qu'à un moment, il faut communiquer. D'abord, pour dire quoi? On l'a vu. Sur quel ton? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tonalités de communication. Est-ce que je suis sur le ton de l'humour, le ton hyper sérieux, le ton dérision? Il y a plusieurs tons possibles. Il y a même des tons borderline de certaines enseignes que je ne citerai pas. Bref, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir un ton. On ne peut pas parler monocorde. Il faut qu'on ait un ton dans notre façon de nous exprimer. Et puis, après dire qu'est-ce que je dis, sur quel ton, à qui je m'adresse. Il faut que je sache à qui je m'adresse. Alors, vous allez me dire, je voudrais m'adresser à tout le monde. Non, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, sachant que le ton qu'on va adopter va s'adresser à une frange de clientèle. Il faut qu'on sache à qui on va s'adresser en parlant de cette manière. Et la question, la suivante, la cinquième question, la plus complexe qu'il faut qu'on se pose en termes de communication, c'est au fait, pourquoi? Pourquoi je fais ce concept? Pourquoi il faut que je communique que je fais ce concept? Et alors là, c'est pas facile de répondre à cette question. Pourquoi j'ai fait ce concept? Pourquoi je me suis rentré dans cette aventure? Et ce qui m'amène à la sixième et dernière question, c'est l'opération d'abord sera-t-elle rentable? Et si l'opération elle s'avère pas rentable, il ne faut pas y aller. Passer en force n'a jamais réussi à aucun concept. Est-ce que l'opération sera rentable? Et objectivement, et de manière très très correcte, il faut savoir dire non, ça ne passe pas. Mais c'est pas grave que ça ne passe pas en rentabilité, parce que à ce moment-là, je peux retourner dans les fondamentaux de mon concept, coût matière, frais de personnel, prix de vente, etc. Et rétablir la non-rentabilité. En fait, je résumerai la situation en souciez-vous de ce que vos clients consomment au-delà de ce qu'ils achètent. C'est vrai que c'est très différent. Souciez-vous de ce que vos clients ressentent au-delà de ce qu'ils pensent. Et surtout, souciez-vous de ce que vos clients rêvent au-delà de ce qu'ils disent. Là, je suis en train tout simplement de vous dire que la meilleure façon de savoir ce que veulent leurs clients, c'est pas de leur poser la question. La meilleure façon de savoir ce que veulent vos clients acquis ou vos clients potentiels, c'est de les observer, de les écouter et être très concentré sur le moment qu'ils vont passer avec vous. Et là, je peux vous assurer que vous allez apprendre énormément de choses. Donc, il faut aujourd'hui, autrement, il faut éviter de dire des phrases que j'entends beaucoup dire à des créateurs, à des artistes, à des gens qui innovent, à des gens qui sont différents. Alors je vous les cite, les phrases qu'on entend et qui sont catastrophiques. Ça ne marchera pas. Je l'ai déjà fait. Ça n'a jamais gagné d'argent. C'est pas le moment d'innover. Alors pratiquement en ce moment on entend beaucoup, c'est pas le moment d'innover. Il faut qu'on arrête de démoraliser les créateurs parce que d'abord c'est le moment d'innover, c'est le moment de créer. Il y a en ce moment un max de créateurs d'entreprises dans la restauration qui arrivent et ils ont raison parce que c'est le moment. C'est toujours en période de crise, en période de difficulté que des opportunistes s'intercalent avec, c'est le cas de le dire, des concepts innovants, mais aussi des leviers de chiffre d'affaires audacieux qui sortent des sentiers battus, ou même, on aurait dit, jamais on aurait pu imaginer un truc comme ça. Je fais souvent référence à un des étoiles au Michelin à qui on a fait pendant le confinement, qui on a fait faire pendant le confinement du drive. Il m'a regardé avec des yeux pas possibles, il m'a dit le drive, mais ça c'est pour McDo.
Je lui ai dit, bah voilà, si on raisonne comme ça, on ne fera jamais rien. On a fait du drive, c'est-à-dire c'est un véhicule qui s'arrête devant son restaurant. On lui charge son coffre avec un super beau packaging, des fiches d'explication, à quel moment je réchauffe mes légumes, dans un four à quelle température, à quel moment je rajoute ma sauce. Et il y avait même des recommandations sur un petit livret au niveau des arts de la table. Ah bah oui, parce que si on va au drive d'un 2 étoiles au guide Michelin, je suppose qu'on va faire un petit effort sur les arts de la table. Et ben le consommateur qui va à un drive d'étoiles Michelin ou d'un restaurant traditionnel, il a besoin que vous l'accompagniez jusqu'aux arts de la table pour qu'il passe une super soirée chez lui. Vraiment, pour qu'il passe une super soirée jusqu'au bout chez lui. Donc, globalement, j'aurais tendance à dire qu'un concept doit être simple, parce que tout ça doit être simple, facile à comprendre, et on doit rester ce que j'appelle être en top of mind. Je m'explique, et j'en terminerai là-dessus, c'est que il vous est tous arrivé un soir, un midi, un week-end, de dire allez, on se fait un restaurant. Cette phrase-là, on l'a sortie énormément dans notre tête. La prochaine fois que vous direz ça dans votre cellule familiale ou dans votre cellule amicale, vous remarquerez qu'en top of mind, il n'y a que deux, peut-être trois noms qui vont vous venir en top of mind. Comment est-il possible que deux ou trois noms vous viennent en tête alors que vous vivez dans une ville où il y a 300 restaurants, 2000 restaurants ou même beaucoup plus que ça? Eh bien, c'est tout simplement que ces restaurants qui vous arrivent en top of mind vous ont marqué inconsciemment sur ce fameux wow, vous vous souvenez tout à l'heure quand je suis sur le trottoir. Quand un restaurant vous marque à ce point-là, il arrive en top of mind. Et quand vous dites ce soir on se fait un resto, eh ben les 1, 2, 3 restaurants, il n'y en a jamais 10, 12 qui nous arrivent en tête quand on dit ce soir on se fait un resto. Donc soyez dans le top of mind de vos clients, mais pour cela, il faut les marquer. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé sur cette phase concept. C'était un live consacré évidemment au concept. Il y a beaucoup de choses à faire sur les concepts. Surtout, ne soyez pas tendance, soyez sérieux en respectant les fondamentaux du métier de restaurateur, qui, je le rappelle, hein, je le rappelle souvent, c'est l'assiette et le personnel. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a franchement rien d'autre que l'assiette et le personnel. Si on est constant sur l'assiette, innovant, différenciant, mais constant, et de bonne qualité bien sûr, mais ça c'est une banalité, avec du personnel qui est concentré, qui est à l'écoute du client, qui le chouchoute pendant la durée de séjour dans le restaurant, et tout ça se fait dans un lieu qui est plutôt agréable à l'œil, tout simplement, et ben vous avez un concept, vous avez un restaurant. C'est pas plus compliqué que ça. Et je pense que ces 20 dernières années, on a un peu dérapé dans des concepts un peu intellectuels, des concepts un peu trop marketing, qui ont fait on s'est un peu éloigné des fondamentaux pour lesquels le consommateur venait dans un restaurant, l'assiette et le personnel. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur des sujets, on va essayer, très intéressants. À très bientôt.